L'évaluation clinique à l'innovation et constructive. C'est ça le plan de l'exposé. On va parler de l'historique du service. On va présenter les services. On va parler du rôle du service dans la communauté. On va insister sur les activités académiques et les activités de recherche et comment le service est financé. Et on va parler du plan stratégique pour le développement du service et on va conclure. L'historique du service. Les cliniques universitaires de Kinshasa appartiennent à l'université de Kinshasa qui fut créée en 1954 par Monseigneur Luc Julon qui venait de l'université catholique de Leuven. Ça, c'est le bâtiment administratif de l'université. Et, on avance, ça, c'est le clinique universitaire, le premier bâtiment, c'est-à-dire le bloc de consultation et les blocs de spécialité. On trouve là l'otorhinolaryngologie, l'ophtalmologie, la dermatologie et la chirurgie maxillo-faciale. Il y a aussi des blocs de consultation là. Et ça, c'est des blocs, il y en a 3 comme ça. C'est là où on trouve la chirurgie. Et dans la chirurgie, on trouve plusieurs services, notamment la chirurgie viscérale, l'orthopédie et traumatologie, la chirurgie thoracique, la chirurgie pédiatrique, c'est là où se fait l'urologie pédiatrique et l'urologie ainsi que la chirurgie plastique. Mais il y a aussi d'autres départements là, comme la médecine interne, la gynéco-obstétrique, la pédiatrie et la médecine physique, ainsi que la réanimation. Qui a créé ce service? Au fait, au départ, le service d'urologie appartenait au département des chirurgies. C'est M. Simon Lufuma, qui est né un certain 28 février 1930 et qui nous a quittés en 2023, donc à 93 ans. Le professeur Lufuma est venu en France en 1990, à Nantes, après l'indépendance, puisqu'il n'y avait pas assez de médecins. Et il y a eu une coopération, on a pris tous ceux qui avaient la formation d'assistant médical à l'époque, ils sont venus en France, ils ont été formés et ils sont devenus de médecins. Après avoir obtenu son diplôme de chirurgie générale, il a pu faire l'urologie auprès du professeur Pierre Abourker. Je crois que vous connaissez Abourker. Il a eu à former de gens comme Bocan Jouot et Villeray. C'est là où le professeur Lufuma a été formé. On peut passer. C'est lui qui est au coin. Ça, c'est le dernier jour de la visite du professeur Lufuma au clinique. C'était pratiquement le 1er mars 2023. Et on a pris une photo presque de revoir. C'est lui qui a créé le service. Et après lui, il a tenu le service jusqu'en 1994. C'est le professeur Punga qui a été à Nancy, qui a continué avec le service jusqu'en 2023. Et après, il y a le professeur Moningo qui de temps en temps participe aux réunions de la FUG. Actuellement, il y a le professeur Denguinda qui a été ici à Ténan en formation sur les lithiases en Afrique. Au total, les services comptent un professeur émérite, le professeur Punga est maintenant émérite. Il y a un professeur ordinaire, il y a un professeur full et un professeur associé. Il y a des chefs de travaux. Au total, nous avons un chef de travaux. Il y a 2 spécialistes qui aspirent à devenir chef de travaux. Mais pour devenir chef de travaux, il faut faire 4 ans et avoir au moins 2 publications dans des revues bien indexées. Mais il y a maintenant la spécialisation en urologie. Avant, ce n'était que la chirurgie générale. Et en spécialisation en urologie, on a commencé avec 4. On s'est dit qu'ils doivent être bien formés. C'est pourquoi on ne tient pas compte vraiment du nombre d'années. Ils doivent faire des stages dans des hôpitaux bien développés. Par exemple, cet hôpital, ça leur apprend beaucoup, ou quelques hôpitaux dans d'autres pays européens, ou même en Inde. Nous avons au total 10 infirmiers. Il y a un qui est malade et il y a 4 retraités. Ils se posent certainement de problèmes pour aller à la retraite parce qu'il faut payer et ils sont toujours en train de travailler. Il y a des techniciens de surface. Au total, nous avons 3. Le service compte 24 lits. Ça, c'est dans le service. Mais il y a des chambres privées où il y a certains malades qui sont installés. Il y a des salles, au total 5 chambres à notre disposition. Dans ces 5 salles, on va trouver des lits. Il y a 2 bureaux, un grand bureau de médecins. Je peux m'appeler des internes, comme ici, un grand bureau de médecins. Et il y a une salle de pratique urodiagnostique
notamment de biopsie, d'épimétrie, et il y a même une échographie là, et il y a de bureaux de professeurs. Et dans la salle d'opération, actuellement, nous avons 2 colonnes. Nous avons le plateau de cystoscopie et on vient d'obtenir un laser en ligne. Ça, c'est la salle d'opération où vous voyez notre colonne et puis les appareils d'anesthésie. Ça, c'est l'amplificateur d'ambiance qu'on venait d'acquérir. Et ça, c'est la salle de diagnostic. Vous voyez l'échographie. On va avancer. Vous voyez le débitmètre. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a la coopération, surtout avec la France maintenant, avec ce qu'on appelle le DFMS et le DFMSA. Beaucoup de jeunes viennent étudier en France et je vous rassure, quand ils rentrent avec une compétence de plus. Et ça a apporté un grand progrès dans le service. Auparavant, on était très fort et on est très fort en neurologie ouverte, le open, on le fait bien, mais avec le jeune qui arrive, on commence de plus en plus à entrer dans l'urologie mini-invasive. Il y a aussi la coopération avec la Belgique, avec la KU Leuven. Nous avons 7 nouvelles générations d'urologues qui viennent pratiquer l'endourologie basse et autres, et même la cœlioscopie. Quel est le service que nous rendons à la communauté? Chaque vendredi, c'est le jour de consultation. Nous avons beaucoup de patients qui viennent presque de partout. Mais nous consultons aussi tous les jours ouvrables. Quelles sont les interventions que nous faisons? Les interventions majeures sont programmées chaque lundi, mercredi et jeudi. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de cas qui sont opérés en urgence. Je vais entrer dans les détails des interventions. Nous avons de tours de salle où on discute quelquefois sur le cas, le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais il y a toujours une équipe d'astreinte qui suit le patient tous les jours. Je peux donner un exemple. Au mois de février, on a eu 210 consultations officielles, mais il y a d'autres patients qu'on ne note pas. Sur ces 210, la moyenne d'âge c'était de 56 ans et la répartition en majorité, c'est le sexe masculin. C'était la même chose pour le mois de mars, où la majorité, c'est le sexe masculin. Quelles sont les pathologies que nous avons en consultation chez nous? En majorité, ce sont les pathologies prostatiques. Nous avons beaucoup d'adénocarcinomes de la prostate. Ces patients viennent à quel stade? Ce n'est pas au stade localisé, comme tenant compte de la classification d'Amigo. Ces patients viennent à des stades très avancés, des stades métastatiques. Généralement, quand nous le recevons, nous faisons l'examen clinique au toucher rectal déjà. C'est une prostate indurée ou irrégulière. Et nous demandons des examens. On commence par la biopsie. La biopsie s'est faite éco-guidée ou digito-guidée. Et quand on en va chez le pathologiste, on nous donne le score de Gleason, aujourd'hui le score USIF. Dès que nous avons ça, on fait le bilan d'extension. Des fois, vous voyez le taux de PSA, c'est très élevé. Quand vous demandez l'examen, deux fois, le patient ne sait pas faire ses examens. Mais vous voyez déjà le PSA est supérieur à 100. Pour nous, ça signifie que c'est une maladie métastatique. Généralement, nous passons à l'hormonothérapie. On a quand même plusieurs molécules chez nous. On a des anti-androgènes non stéroïdiens et des anti-androgènes stéroïdiens. Des anti-androgènes non stéroïdiens comme l'Endocure. On a le stéroïdien comme le bicalitamide ou Casodex que nous donnons chez nous. On associe toujours aux agonistes de la LHRH. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Gocéréline, Zonadex. Et on a des antagonistes comme le Megarelix, le Fémagor, mais c'est rare que ça vienne de la France ou de la Belgique. Et aujourd'hui, de plus en plus, on passe à la deuxième ligne avec l'acétate d'abiraterone, les Zitiga, qui rendent d'énormes services. Nous avons des patients qui ont tenu aujourd'hui 7 ans avec cette maladie métastatique. Mais on a aussi la chimiothérapie, notamment le docétaxel, le Taxotere, c'est disponible. Il y a d'autres produits qu'on a eu à chercher. J'ai eu dernièrement Olaparib, mais c'est vraiment rare et c'est très cher. Le patient qui m'a vendu ça avait dit qu'il avait ça. J'ai regardé 4 000 €. C'est difficile d'avoir des gens qui peuvent avoir 4 000 € pour disposer de ce produit. Donc, pour le cancer de prostate, ce sont des cancers métastatiques. Mais quelques patients sont venus dans le stade localisé et ils ont été traités. Je vais parler des interventions chirurgicales. On a aussi en majorité des hypertrophies bénignes de la prostate. Généralement, les patients viennent avec des signes irritatifs comme la pollacurie, comme l'impériosité mictionnelle. Quelquefois, ils viennent avec des signes obstructifs
comme la dysurie et même la rétention urinaire, pouvant être aiguë ou chronique, ou quelquefois soit des maturies. Au départ, après avoir déterminé quelquefois le score IPSS, nous les traitons avec des médicaments comme des extraits de plantes. Je peux citer les sérono-arépaz, le permixan, 160 mg, 2 fois par jour. Quelque temps, on donnait des tindénants, le Pygeum africanum, 2 fois 50 mg. Et quand il y a des signes obstructifs, nous donnons des alpha-bloquants comme tamsulosine, 0,4 mg, une fois par jour, souvent le soir, ou bien l'alfusosine, 10 mg une fois le soir, c'est ça. Mais nous avons beaucoup de prostatites produites chez les jeunes. Ils viennent avec tous ces signes-là, on les examine, on fait notre toucher rectal, des fois nous avons une prostatorée, et on demande des examens, ce que nous faisons comme bilan. C'est l'épreuve de Berestamey, où on a 4 tubes, VB1, VBD, EPS et VB3. On prélève des urines, et puis on prélève des liquides prostatiques, et puis il va uriner à la fin. On envoie au laboratoire, on détermine les germes, on fait l'antibiogramme, et on met le malade sous traitement. Dans le temps, quand le professeur de Fouma était là, c'était aussi le massage prostatique. Mais je ne sais pas, on ne le fait plus. On est maintenant dans l'antibiothérapie. On a beaucoup de cancers de la vessie. En majorité, ce sont des carcinomes urothéliales. Les carcinomes d'épidermoïdes, c'est vraiment rare. Il y a quelques patients qui sont venus de milieux comme Kimpese, où il y a les schistosomes à hématobium. C'est vraiment rare. Mais le patient avec cancer de la vessie vient aussi à des stades tardifs, avec hématurie. Aujourd'hui, on fait bien des cystoscopies, on fait la biopsie, on a le diagnostic. Ça pose beaucoup de problèmes pour la prise en charge comparé à la prostate. Ça pose beaucoup de problèmes. On a eu dans le temps à faire de pelvectomie antérieure, l'ablation de la vessie, l'ablation des annexes, l'ablation de l'utérus et la paroi antérieure du vagin. Et dans le temps, on faisait la dérivation selon le mode COFE, urétero-sigmoïdostomie. Ça, c'était dans le temps, il y a quelques années, 20 ans à peu près. Mais aujourd'hui, c'est le briquet, mais on n'a pas beaucoup de malades à ces stades. Il y a le dernier que nous venons d'avoir, on a fait seulement la résection, mais il n'avait pas tenu, il était parti. Donc, certains vont en Inde pour se faire soigner, ça nous constatons. Par contre, le cancer de rein, on a beaucoup de cancers de rein. Là, on le prend correctement en charge. Ce sont des cancers généralement localisés, on va voir des exemples. En majorité, les carcinomes à cellules claires, à cellules rénales. On a eu quelques cas de carcinome tubulopapillaire, mais on a aussi quelques cas de oncocytome et de angiomélipo. Là, on fait quand même un bon travail, puisqu'on a chez nous ce qu'on appelle sumutinib, sutinte. On le trouve quand même, et le patient sont quand même bien traités au coup de rein. On tient quand même beaucoup, mais certains viennent aussi à des stades avancés avec le thrombus au niveau de la veine cave ou au niveau de la veine rénale. Et là, ça pose le problème puisqu'il faut le prendre en charge avec le vasculaire. On a beaucoup de dysfonctions érectiles, effectivement, ça parmi les jeunes. On détermine le score IEF5 et généralement, nous savons le traiter. On donne comme, les inhibiteurs d'aphosphodiesterase de type 5, ça existe chez nous, et on suit le malade. Il y a beaucoup de cas d'infertilité masculine, ça c'est vrai, de jeunes couples qui viennent. Généralement, nous faisons des explorations de première ligne, donc l'examen clinique, et on passe au spermogramme. On détermine les éléments du plasma séminal, notamment l'odeur du sperme, le pH du sperme, la coloration, le temps de liquéfaction et la viscosité. Mais on détermine aussi des éléments figurés, notamment la numération. On tient compte des critères de l'OMS. La numération, c'est de 15 millions à 60 millions. Et la mobilité du spermatozoïde. La mobilité, quand c'est inférieur à 30%, nous disons asténospermie. Pour la numération, c'est oligospermie, mais on a aussi beaucoup de cas d'azospermie où il n'y a rien. Et on détermine aussi les anomalies de la forme par ce qu'on appelle le spermocytogramme. Quand c'est anormal, nous passons aux explorations de seconde ligne pour rechercher la cause. Je signale que la grande cause d'infertilité chez les hommes, je crois que comme ici, c'est la varicocèle. Et quand c'est la varicocèle, on opère quand même pour chercher à trouver des solutions. Les malformations congénitales sont prises en charge surtout en chirurgie pédiatrique. C'est encore séparé, mais on a eu quelques cas de syndrome d'injonction pélo-urétérale et on a eu quelques cas par voie ouverte où on a fait la plastie selon la technique de Anderson. Et le cancer des testicules, on en a beaucoup. On les aborde par voie inguinale et il faut suivre avec la chimiothérapie.
il y a des formes radiosensibles, la radiothérapie n'est pas bien organisée. Il y a un centre qui fait la radiothérapie, mais on suit quand même avec la chimiothérapie. On a quand même quelqu'un de cancer de verge en rapport avec le papillomavirus. Pour le prolapsus génital, les fistules obstétricales et les incontinences urinaires, généralement, les incontinences viennent en consultation. On a eu à faire certaines techniques très simples, comme la technique que Falandry nous a montrée. Falandry, les Français, quand il est venu, on met des fils, on suture et ça donne quand même de bons effets. Dans le temps, il y a eu des techniques, ça c'est pour les incontinences fortes, la technique de Goebel-Stückel, où on prenait un lambeau de la ponévrose du grand doigt ou bien du fascia lata et ça se tenait bien. Rarement on a de l'embête, ou bien faire la TVT, TVT. Pour les incontinences papillomavirales, effectivement, il y en a beaucoup. Nous donnons quand même des anticholinergiques. Il y en a le chlorure de trospium, ça dépend. Le chlorure de trospium, on a des ditropans, on a le vésicaire. Le fistule obstétricale, il n'y en a plus tellement à Kinshasa. C'est vraiment à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de malades au niveau de la forêt équatoriale. Et il y a eu des moments où nous nous sommes déplacés, on partait là-bas pour opérer les fistules obstétricales. Ça rendait d'énormes services. Mais depuis quelques années, nous devons passer par le ministère. Le ministère veut tout coordonner et ça pose un peu de problème. Mais vers 2022, on s'est rendu facilement à l'intérieur. Le prolapsus génital, c'est pris en charge en gynéco, mais pendant le campagne, nous avons le prolapsus de type 4 qui demande une hystérectomie par voie vaginale et pendant le campagne, on est obligé d'apprendre et de faire des hystérectomies. En urgence, il y a beaucoup de rétentions urinaires aiguës qui sont soignées soit par sondage vésical, soit par une cystostomie, mini-cystostomie, donc on pose un cystocate. Il y a des rétentions urinaires chroniques, on place la sonde vésicale. Il y a de prostatite aiguë, le malade vient avec fièvre, quelquefois avec dysurie ou rétention. Là, nous ne plaçons pas de sonde, par danger de sepsis. Nous mettons un cystocate, on fait des CBU, on met le malade sous antibiotiques. On a beaucoup de cas d'hématurie pendant le garde, on détermine la cause, on peut mettre le système de lavage et on soigne la cause. Le traumatisme de la vessie, il y en a, on va voir un cas là. Le traumatisme du rein, nous avons ça, nous le classifions selon AAST. Le type 1, généralement, on ne fait rien, on observe, on surveille le malade. Les types avec un hématome ou pourtant on ne fait rien. C'est les types 4, lorsqu'il y a lésion artérielle, ça demande l'embolisation, mais on n'est pas très fort en embolisation. Ça, je les connais. De plus en plus de jeunes qui viennent peuvent nous aider pour le vasculaire. Mais quand il y a brûlement de rein, c'est la néphrectomie. C'est très rare. Le cas qu'on a eu, on a opéré, mais c'était un peu tard. Ça, je reconnais. On a beaucoup de traumatismes de l'urètre, les chutes en califourchon, provoquant des lésions au niveau de la portion bulbaire. Et là, nous laissons passer un peu de temps. On fait l'urétrocystographie rétrogradée ascendante. On détermine la lésion. Quand la lésion écoute, généralement, nous faisons de bonnes plastiques end-to-end, quelquefois ça marche. Mais quand c'est étendu, on peut faire de plastique. On a eu à faire de plastique en 2 temps. La technique de Ben Johnson, vous mettez sur la peau et après vous venez refermer. De plus en plus, certains tentent la muqueuse buccale. On n'a pas beaucoup de cas, donc on n'a pas beaucoup de recul, mais on doit le faire puisque ça s'est fait dans le monde. Mais on a aussi de fractures du bassin qui provoquent des lésions au niveau de l'urètre, la portion membraneuse. Et là, nous soignons en fonction de la lésion. Mais de plus en plus, on fait aussi le urétrotomie interne avec le matériel que nous venons d'acquérir. Le priapisme, il y a beaucoup de priapisme ischémique, c'est-à-dire à bas débit de priapisme V2. Pour ce cas-là, qu'est-ce que nous faisons généralement en urgence? Eh bien, on commence, sachant qu'il y a une acidité, on commence par faire l'alcalinisation. Quand ça ne marche pas, on fait le shunt agora, shunt caverneux-spongeux. On met la communication, on essaie d'évacuer le sang, on donne le fortile. On a beaucoup de fractures de la verge, de patients qui viennent avec des fractures de la verge qui concernent le corps caverneux, l'hygiène et même le foie du reste que nous soignons, on va voir l'image, et les coliques néphrétiques. Le colique néphrétique, il y a beaucoup de cas en urgence. Nous commençons toujours par soigner avec des anti-inflammatoires, des antalgiques donc. Et puis ici, il y a obstruction, on a eu le cas d'obstruction. En urgence, on place le sang double J, et ça évolue bien, et après on va prendre en charge le malade. Les torsions testiculaires, il y en a en urgence.
on doit opérer le malade, on fait, généralement certains viennent en retard, l'orchidectomie d'un côté, l'orchidopexie. Mais quand c'est à temps et que les testicules est viable, nous faisons l'orchidopexie de façon bilatérale. En gros, ce sont des pathologies que nous avons et on a aussi quelques cas de congrès des organes génitaux externes qui demandent un débridement. Donc, vous voyez qu'en salle d'opération, on a beaucoup d'activités. Nous faisons bien l'urologie ouverte. Pour l'urologie, avec le moyen moderne, c'est encore l'apprentissage avec le matériel que nous venons d'acquérir, nous le reconnaissons. Nous faisons beaucoup de néphrectomie. Néphrectomie, on n'a pas de problème. Dans le temps, on faisait la résection de côte. Aujourd'hui, on ne fait pas plus qu'on a des écarteurs de côte. C'est des néphrectomies généralement radicales. Pour le cancer, ce sont des néphrectomies élargies. Pour les calculs, le calcul coralliforme, ce sont le pyélolithotomie. On ne fait pas encore de NLPC. Mais le jeune qui vient d'arriver, on va voir comme on a le matériel, on va tenter de le faire. On a eu à faire même de urétérolithotomie pour les calculs de urétère et on laisse un tuteur, on va enlever. Après, mais maintenant on a de l'hétéroscope, donc on a évolué. On a eu à faire de cystolithotomie, mais maintenant avec le laser, il y a le voyement, j'ai des images. Et on a eu à faire de kystéctomie pour de gros kystes du rein provoquant la douleur. Même le type de cercle de type 1, où nous faisons une résection du dôme saillant. Et on a eu à faire des réimplantations urétérales, surtout quand on est appelé chez les gynécologues. Quand les gynécologues nous appellent après avoir lésé l'utère, en cas d'hystérectomie, nous faisons la réimplantation. Mais quelques cas avec cancer de l'utérus, envahissant le trigone, on a eu à faire des urétérostomie. On a pour commencer la chimiothérapie. Les adénométomies par voie haute, ça on le fait à tout moment. C'est l'ORIJAC, c'est-à-dire par voie transvésicale, on le fait bien. On fait la voie rétropubienne selon Milan, on le fait très bien. Les cystectomies, je vous ai dit, c'est très rare, parce qu'il n'y a pas assez de patients. On a des plastiques urétrales, ça on fait. Et pour les organes génitaux, on fait des orchidectomies. Pour le cancer par voie inguinale, des orchidopexies, de cul de priapisme et des kystectomies. Avec l'urologie moderne, les lithiases urétérales se prennent aujourd'hui par urétéroscopie, on a commencé. On fait des résections transurétales de la prostate, des résections transurétales de la vessie, les incisions cervico-prostatiques, les urétotomies, la cystoscopie. Et aujourd'hui, la cure de varicocèle, c'est fait par cœlioscopie. Pour nous, c'est un progrès. Puisqu'avant, c'était toujours ivalizuage, par voie inguinale ou bien par voie rétro-péritonéale, selon pas le mot. Le cure de fissure vésico-vaginale, les incontinences, cure cystocèle, ça c'est par voie périnéale. Je vous donne quelques cas. Ça c'est un cas de fracture de la verge. C'est un patient qui vient avec un pénis déformé, pénis en forme d'aubergine, comme disent les livres. En urgence, après les examens, sous rachianesthésie, nous faisons une incision coronale, on décolle la peau, on avance, et on découvre la zone où il y a la fracture, on ouvre, on évacue le matome, on suture l'urètre, on laisse une sonde, on suture la buginée, et on suture la peau, et généralement en post-opératoire, nous donnons des inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5, et on évalue après, par une échographie Doppler, et par le score IF, si la fonction érectile est maintenue. Et généralement, c'est maintenu. C'est pour le priapisme où on a des patients qui sont venus après 3 jours, professeur. Il y a un qui veut même venir ici, un professeur, qui est venu avec un priapisme en retard. Il attendait que je lui fasse un rapport pour qu'il vienne se faire soigner, puisque il avait fait son priapisme 3 jours, mais il n'a pas de solution. Il cherche une solution. Ça, c'est à la fin de l'intervention. Ça, c'est le cas des tumeurs de rein. Je vous l'ai dit, on fait par lobotomie, on continue. Généralement, ce sont des carcinomes à cellules rénales, on avance. Oui, on continue. Toujours par voie ouverte. Oui. On a beaucoup de cas de congrès des organes génitaux. Ça, nous faisons le débridement jusqu'à visualiser les testicules. Et on va continuer à faire le pansement. Quand ça n'évolue pas bien, on peut faire la greffe. Et on a de traumatisme de la vessie. Ça, c'est la vessie est vraiment ouverte. Et ça provoque une péritonite urineuse, dans ce cas-là. On a aussi des ruptures sous-péritonéales où nous mettons seulement la sonde. Mais ici, on nettoie la cavité,
on ferme la vessie en 2 plans après ravivement et on laisse la sonde et généralement ça évolue bien. Ça c'est pour la fermeture, oui. On a beaucoup de rétention urinaire, je l'ai dit. On avance. Le spina bifida. On a quand même quelques spina bifida. Quelle est la part de l'urologue? Tout simplement, nous on s'occupe des aspects du méa urinaire, la cathétérisation par intermittence. Parce que dans cette localisation, je crois que ces patients font plus de vessie rétentionniste. Alors pour éviter la distorsion de la vessie, on aide le patient à mettre la sonde. On ne fait pas de métropanoff. On n'a pas encore fait. L'expérience de l'équipe de pédiatrie aussi ne le fait pas. Et la cure se prend par le malade est traité par la neurochirurgie et la chirurgie pédiatrique. Ça c'est pour le périnée, le vagin, les incontinences, les scissions-selles. Bien. Donc, on partait dans des hôpitaux de campagne. Ça, ce sont des hôpitaux de l'époque coloniale. On visite l'hôpital. Il y avait beaucoup de maladies là-bas. Il y a des fistules, il y a des incontinences. On avance. Et on soigne toutes ces femmes qui ont ce problème, surtout de fistules obstétricales, des incontinences et des prolapsus. On continue. Et après, on a quand même des solutions. Ces femmes, la majorité sont satisfaites. On continue. Aujourd'hui, avec le matériel que nous avons, nous commençons à faire, comme je l'ai dit, les cures de varicocèle par ce lieu. Mais nous allons évaluer le spermogramme après 3 mois, après 6 mois, on va faire des études comparatives s'il est faut. On avance. Et ça, c'est son gros calcul qui venait d'être traité dernièrement par laser, quand je suis ici, j'ai présenté l'image, ça dit qu'il y a des progrès évidents dans ce sens. De choses qu'on faisait par open, maintenant on commence à faire par voie endoscopie. Le service n'est pas seulement un service de santé publique, c'est l'université, donc on a aussi beaucoup d'activités académiques. Quelles sont les activités académiques que nous avons? Eh bien, nous avons des enseignements en undergraduate, notamment le cours d'urologie. Avec tout ce chapitre, nous enseignons dans nos facultés et le cours d'andrologie. On enseigne l'infertilité, on enseigne la dysfonction érectile, on enseigne le priapisme, etc. Et surtout le cours de stopto-urogénital. Nous apprenons aux étudiants tout le chapitre, ils doivent maîtriser l'anatomie, en commençant par la surrénale, en insistant sur les rapports du rein, en insistant sur le voie excrétrice, c'est-à-dire le petit calice, les grands calices et les basinets, et on insiste sur l'urtère, lombaire, pelvienne iliaque et intravésicale, la vessie, le bas-fond vésical, la face antérieure, le dos, l'urètre avec toutes ses portions, l'urètre prostatique, membraneux, bulbaire et même l'urètre pénien, et l'anatomie des organes génitaux, l'anatomie de la verge, le corps caverneux, le corps spongieux, et surtout les testicules, l'épididie, le voie excrétrice, c'est-à-dire on insiste sur le rite des testis, le tube droit, les canalicule efférents, le conduit épididimo-testiculaire, la vésicule séminale et les conduits éjaculateurs, le verre montaneux. On insiste globalement, il faut que les étudiants le maîtrisent. Et ces cours, nous ne donnons pas seulement à l'université de Kinshasa, mais nous donnons ça aussi dans d'autres universités, comme l'Université catholique du Congo, qui vient d'avoir une faculté de médecine. Il y a l'autre université, donc l'université de Mbandaka, pratiquement à 700 km de Kinshasa, et d'autres universités comme l'université libre de Kinshasa. Au total, il n'y a pas beaucoup d'urologues au Congo, mais de plus en plus, la formation est là, on commence à former. Et avec la coopération avec la France et la Belgique, les jeunes gens commencent à être bien formés et l'urologie commence à bien se pratiquer. On avance. Bon, oui, on a aussi des enseignements en post-graduate. Pour ceux qui sont en spécialisation en chirurgie générale, chez nous, on ne commence pas directement par l'urologie, on commence par la chirurgie générale. Et les assistants doivent se former pendant le service, pendant les gardes, pendant les missions dans d'autres hôpitaux. Il y a des cours qui sont aussi organisés. Il y a un training continu en salle d'opération, mais nous souhaitons continuer avec ces coopérations avec des hôpitaux développés. C'est là où ils ont vraiment une grande compétence quand ils reviennent au pays. Sur le plan de la recherche, il y a beaucoup de projets de recherche.
On fait de recherches sur le tumeur vésicale, sur le vessie urogène, les incontinences urinaires, la dysfonction érectile et les adénocarcinomes de la prostate. Le service, comme tout service universitaire, on a quand même quelques publications dans des revues indexées et on continue à soumettre. On avance. Quelles sont ces publications? Je peux citer, par exemple, Assessing Quality of Life in Obstetric Fetal Patient, Urinary incontinence in female adolescent due to a nectopigurity opening into the vestibule in c'est donc PubMed, on avance. On a d'autres publications comme The Predictor of Recurrent and Sensor Treatment Following Obstetric Fetal Surgery, Clinical Profit of Urinary Incontinence in Women in the University Hospital of Kinshasa. On continue. Ça, Obstetric Fetal in the Hospital in DRC. Mais on vient de publier sur le cancer de prostate. Ça sont des cancers qui sont faits dans le milieu où il y a du minerai. On est en train d'étudier ce qu'il y a dans la prostate. Ça venait d'être publié. Et il y a des publications sur le lithiase qui ont été faites en collaboration avec Ténon. On a d'autres publications locales, comme sur le cyprospadias, comme sur la dysfonction érectile, l'impact de la COVID-19 sur la fonction érectile, où le patient qui était hospitalisé pendant la période de Covid, nous avons eu à étudier leur fonction érectile en recourant au score IEF5 et à l'écho-docteur quelquefois. Et on a étudié les déterminants de l'incontinence urinaire en utilisant les questionnaires Incontinence Impact Ocean 7, un urinaire de 556, je n'ai pas mon sein, ça a été publié. On continue. Au fait, nous devons maintenir nos connaissances. Qu'est-ce que nous faisons pour maintenir nos connaissances? Eh bien, nous nous maintenons dans des sociétés savantes. Chez nous, nous avons la Société congolaise d'urologie. Professeur, nous allons vous inviter dans l'un de nos congrès. Souvent, c'est au mois de décembre. On s'est réunis, on discute de problèmes urologiques de nos pays. C'est ce qui est à la base de ces avancées que nous connaissons aujourd'hui. Il y a certains qui sont membres de la Société française d'urologie, comme Moningo, il est toujours dans le congrès. Et moi-même, le président m'avait demandé que je puisse amener beaucoup de Congolais. Ça demande le parrainage. Nous devons être parrainés pour être aussi à l'affût, parce que nous sommes un pays francophone. Vous voyez, on a des livres en anglais, mais on est très fort en français. Quand on est fort en français, on va facilement assimiler nos notions dans l'affût. Donc nous devons y adhérer. Moi-même, je suis membre de l'EAU, les autres sont membres de l'EAU, je suis membre de l'ACS. C'est là où j'ai vu le professeur. Peut-être le professeur a oublié, moi je le vois à l'ACS. Je suis aussi membre de la PAOSA, des Africains. Oui. Merci. Ça, c'est après notre réunion de urologues. On avance. Nous sommes en contact avec beaucoup d'experts. Le professeur Paul Abraham, parmi les fondateurs de l'ACS, le professeur Van Poppen. Là, c'est le professeur Kolobi. Il a été président de l'AFU, il a été président de SAU. Et ça, c'est Luc Manaki. Et ça, c'est le chef de département de l'urologie d'AKU. On a Donc, pour renforcer nos capacités, nous tenons beaucoup sur le stage, des trainings dans des pays très développés, et on doit rester dans des sociétés savantes. On doit tout apprendre, même le robot. J'ai vu ce qui s'est fait ici, c'est compréhensible, on peut bien l'expliquer. Et un jour, si on a le matériel, on peut y pratiquer. On avance. Sur le plan de finances, en fait, c'est les départements, c'est l'hôpital qui finance. Mais nous avons aussi un moyen d'autofinancement par nos activités chirurgicales. Chaque fois qu'on opère, il y a une petite rétribution pour le service et ça stimule le membre à beaucoup opérer. Et on a une salle privée qui finance aussi. Ça nous permet de faire quelques travaux pour réhabiliter et équiper le service. Mais nous avons un plan stratégique pour le développement de notre service, pour l'avenir. Qu'est-ce que nous visons? Premièrement, il faut renforcer les capitales humains et l'organisation. Pour garantir l'efficacité continue et la transition fluide, qu'est-ce que nous visons? Il faut un recrutement opérationnel. Nous devons recruter des gens là où nous n'avons pas. Nous devons gérer la relève et la responsabilité. On doit faire la planification de l'âge de responsabilité et des successions. Cela va nous permettre d'assurer la pérennité du leadership. La culture du service. Nous sommes obligés d'être réellement présents. Cela va coordonner nos activités. Dans le tour de salle, on avance.
l'hyperspécialisation et la modernisation de notre service. Notre mission est d'élever le plateau technique aux standards internationaux. Il faut un cycle de formation internationale, le partenariat avec des centres d'excellence, comme cet hôpital qui est très grand. Ça nous permet d'améliorer nos capacités. Nous voyons comment vous travaillez. Comme moi je rentre, on va faire des réunions comme vous le faites. Ça nous élève. L'expansion de l'offre de soins, nous devons accéder à faire ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, comme l'urotéroscopie, ça s'est fait déjà, ça doit s'améliorer, la NLPC, l'énéphrectomie laparoscopique et l'urologie fonctionnelle, sacro-neuromodulation, les sphincters artificiels, ça ne se fait pas beaucoup, l'andrologie, la pose de prothèse pénienne et le prostatectomie robotique, il faut y accéder. Et même l'embolisation prostatique, en collaboration avec l'imagerie médicale, nous devons y accéder. Il faut la standardisation clinique. On doit avoir de RCP, comme ici. Personne ne doit prescrire dans son coin. Comme ça s'est fait, il y a beaucoup de cancers, chacun peut. Non, nous devons nous rencontrer, on discute. Ça sera vraiment une grande amélioration chez nous. La recherche, l'enseignement et les innovations, nous devons nous affirmer comme un pôle de savoir académique. La transition académique, il faut que ceux qui sont là puissent terminer, les autres doivent venir. Il faut que nous puissions améliorer les infrastructures en ayant une salle de training urologique, en ayant un laboratoire d'expérimentation animale et la production scientifique. Pourquoi ne pas produire un livre dans notre domaine? Pourquoi ne pas encourager les autres à participer dans le congrès? Cela nous amène vers le progrès. On avance. Les rayonnements et l'impact communautaire, nous ne devons pas rester seulement aux cliniques. Les cliniques, c'est Kinshasa. Il y a assez d'urologues maintenant à Kinshasa. Il y a les Indiens qui viennent là aussi à Kinshasa. Mais à l'intérieur, il y a besoin de l'urologie. À l'intérieur, dans la forêt équatoriale. À l'est, il y a quand même des urologues qui viennent d'ici, de la Belgique et tout. Mais dans la forêt équatoriale, il y a des grandes pathologies. Vous serez fatigué, des prostates, des incontinences, des fistules. C'est là où nous devons aller. Il faut une coordination nationale, les cliniques doivent être dessus. Il faut des activités codifiées. On avance. Au fait, notre service doit être là avec toutes les unités d'oncologie, les urgences neurologiques, l'urologie fonctionnelle, l'andrologie, l'urologie pédiatrique et même l'unité médicale. Tout bien coordonné, avec des réunions. Je crois que c'est comme ça qu'on va progresser. Petit à petit, on va atteindre le standard international. En conclusion, notre service ne doit plus se contenter d'être un témoin de l'histoire médicale du pays, mais il doit être l'architecte de la modernité. Nous sommes à une période charnière où la dextérité chirurgicale classique s'allie désormais à la précision de la technologie de pointe. Cette position n'est pas seulement technique, elle est profondément scientifique. Elle s'est traduite par l'intégration de protocoles de recherche clinique rigoureux. C'est pourquoi nous avons de guidelines. Guidelines de l'EAE, nous avons. Nous lisons le guideline de la FUE. L'adoption de la chirurgie ménée invasive, comme la laparoscopie et aujourd'hui les lasers, et l'approche multidisciplinaire qui doit placer le patient au centre d'un écosystème d'excellence. Nous devons nous engager pour l'avenir, pour marquer les esprits. Notre ambition est claire. Faire des cliniques universitaires de Kinshasa un pôle d'attraction pour la formation d'élite et la prise en charge urologique de haute technicité. Hier, on a eu à soigner avec nos mains notre savoir. Aujourd'hui, nous devons guérir avec la science et la précision. L'urologie n'est plus en transition, mais l'urologie aux cliniques doit monter. Je vous remercie. Merci.